donc apparemment c'est à moi de commencer à parler. Je suis très émue d'être avec vous ce soir. J'ai passé les 3 dernières semaines en compagnie de vos œuvres respectives, donc j'ai l'impression déjà de bien vous connaître, mais c'est sûrement une illusion, c'est celle de la littérature. On va voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler de la relation aussi entre ce qu'on est et ce qu'on écrit. Donc je voudrais vous présenter déjà l'une et l'autre. Vous êtes tous deux nés en 1980, c'est un curieux hasard. Nina Yergekov, vous êtes née en France, de parents hongrois, sociologue de formation et traductrice-interprète. Vous publiez votre premier livre en 2009, Tuer Catherine, aux éditions POL, roman proche de l'autofiction, remarqué par la critique et qui conduit certains commentateurs à vous comparer à de jeunes auteurs comme Chloé Delhomme ou Max Moneret. En 2011, vous publiez Vous serez mes témoins, aux éditions POL aussi, roman sur l'imposture du deuil. Votre roman Double nationalité, récit d'une femme amnésique qui se retrouve dans un aéroport avec 2 passeports, 2 cultures, 2 langues et qui mène l'enquête sur elle-même, reçoit le prix de Flore le 8 novembre 2016. Catherine Meurice, après un cursus de lettres modernes, vous poursuivez des études à Paris, à l'École nationale supérieure des arts graphiques, qu'on appelle l'école Estienne, puis à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Vous me dites si je me trompe après. En 2005, vous rejoignez l'équipe de Charlie Hebdo. Vous dessinez également pour des magazines et des quotidiens comme Libération, Marianne, Les Échos, Cassette, Télérama, l'Obs, et illustrez des livres de jeunesse chez divers éditeurs, Bayard, Gallimard, Nathan, Sarbacane. Vous signez plusieurs bandes dessinées, parmi lesquelles Mes hommes de lettres, aux éditions Sarbacane, préfacées par Cavana, qui faisait partie aussi de Charlie Hebdo. Ou encore Comment faire entrer avec humour toute la littérature française dans un seul album. Savoir vivre ou mourir, aux éditions Les Échappés, préfacées par Claire Técher, qui est une grande dessinatrice que les Français connaissent bien. Guide hilarant des bonnes manières enseigné par la baronne Nadine de Rothschild. Le Pont des Arts, aux éditions Sarbacane, récit d'amitié tumultueuse entre peintres et écrivains. Ou Moderne Olympia, aux éditions Sarbacane, Futuropolis. Une relecture jubilatoire du mythe de Roméo et Juliette au musée d'Orsay sur fond de comédie musicale. Aux éditions d'Argo, vous publiez Drôle de femme, en collaboration avec Julie Birman, un recueil de portraits de femmes du spectacle, tels que Yolande Moreau ou Anémone, ainsi que, plus tard, La légèreté, récit de votre retour à la vie, au dessin et à la mémoire, après l'attentat contre Charlie Hebdo. En 2016, vous sortez également, toujours chez le même éditeur, Scène de la vie hormonale, et en 2018, Les Grands Espaces, roman BD, bon, on dit roman graphique, c'est ça? Non, bande dessinée. Bande dessinée, d'accord, dans lequel vous partez à la recherche du temps perdu, votre enfance à la campagne. Catherine, vous dites ne pas répondre aux questions relatives aux attentats, à la politique, à la censure et à la liberté d'expression. Vous préférez vous en tenir aux propos de vos 2 derniers albums, la résilience, la beauté, l'art, la poésie, le dessin, le rire, l'enfance, la bande dessinée, etc. Alors je vais vous faire plaisir. Ce sont quelques-uns des thèmes que j'ai retenus pour cet entretien et que curieusement vous avez en commun avec Nina et un peu avec moi aussi. Le premier thème, alors ce sont des questions que je voudrais vous poser par rapport à ces thèmes-là, alors il y en a 7. Le premier thème que j'ai repéré, c'est l'autoportrait, le thème de l'autoportrait. Alors Catherine Meurice, dans une interview à Télérama en 2018, vous précisez avoir comme outil de prédilection une plume et de l'encre de Chine. Vous déclarez également « Je suis facile à caricaturer avec mon grand pif et mes cheveux super raides ». Vous n'avez pas dit ça peut-être? Si, oui. Nina, sur le site de votre éditeur, vous vous faites présenter comme suit. Alors, c'est un petit... Je suis l'auteur de cette picture.
je le savais, mais je ne voulais pas le dire. Oui, c'est pour ça. Comme ça parle à la troisième personne, Nina Yargekov, est née en 1981. Elle promet de défendre du mieux qu'elle peut les couleurs de la lettre Y, dont elle est ici, pour le moment, la seule représentante. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'écrivains. Le catalogue POL. Voilà, recontextualisons. Voilà. Nina Yargekov est née un 21 juillet, soit le même jour qu'Alexandre le Grand, mais 2334 années plus tard. Or, 2 plus 3 fois 3 plus 4 égale 35. Et il se trouve que Nina Yargekov a justement 35 moins 7 plus 8 égale 36 ans. Toute la question est donc de savoir d'où provient ce chiffre 7 et ce qu'il signifie. Nina Yargekov est née dans une commune de 29 660 habitants. Elle écrit le jour, la nuit, dans l'espoir de devenir espionne, même si elle ne se fait guère d'illusions sur la crise structurelle qui frappe les services secrets depuis la chute du mur de Berlin. Nina Yargekov est née à l'étranger, en France. Elle aime la tarte au citron meringuée, les boîtes de rangement et surtout le code civil, qui est son œuvre de fiction préférée. Ces autoportraits ont ceci en commun qu'ils renvoient tout autant à Catherine et à Nina qu'à leurs personnages de fiction. Chacune d'entre vous semble puiser son inspiration dans les multiples facettes du moi imaginaire. Vous identifiez-vous à ces autoportraits ou ne sont-ils que l'un de vos personnages de fiction? Considérez-vous votre œuvre comme de l'autofiction? Celle qui veut répondre en premier. Comment on peut définir l'autofiction? Nina, s'il te plaît, le micro pour la traduction. Non, je disais avant, est-ce qu'on peut définir l'autofiction? Je ne sais pas le faire. C'est la grande mode du moment. Enfin, en tout cas, ici au Pérou, je pense que c'est un mouvement qui s'est développé énormément ces dernières années et qui prend son origine, on va dire, chez Annie Ernaux. Le Pérou pense que la France a inauguré en fait le thème de l'autofiction avec des gens comme Marguerite Duras par exemple, c'est-à-dire prendre le moi comme objet d'écriture, sans le en le fictionnalisant, mais tout en sachant qu'il s'agit on ne change pas les noms, on se sert de soi comme un sujet, un thème d'écriture, sans le masquer trop. Alors, je distinguerai cette biographie que vous avez lue, que j'ai rédigée en fait il y a assez longtemps, puisque c'est quand, à l'occasion de la publication de mon premier roman, en fait c'est un système qu'il y a chez mon éditeur, c'est qu'il y a un site internet et donc on demande à chaque nouvel auteur de rédiger sa bio, après on a le droit de la changer, moi je l'ai laissée telle qu'elle est, donc elle date, elle accompagnait la publication de mon premier roman. Je pense que ça, effectivement, c'est une forme d'autofiction, sachant que tout est vrai, ce qu'il y a dedans, mais du coup, je suis embêtée par autofiction parce que c'est juste une bio. En vérité, oui, elle est un peu farfelue, mais en même temps, vous imaginez bien que chaque petite phrase est réfléchie et en fait, je peux argumenter et démontrer le bien fondé, en tout cas en ce qui me concerne, de chaque phrase. Donc, du coup, je vois, c'est plus une biographie farfelue que de l'autofiction. Pour ce qui est de mes romans, je crois, je ne détiens pas du tout, je vous posais la question en toute candeur sur peut-on définir l'autofiction, parce que moi-même j'ai du mal en fait à savoir ce que c'est vraiment, mais si j'ai bien compris, une des règles, c'est-à-dire pour être dans la définition de l'autofiction, c'est de mettre son propre nom ou en gros d'être fidèle à des choses qui se sont passées. Moi c'est pas vraiment mon cas, puisque moi j'aurais tendance à dire que ce qui définit mon travail littéraire, pas les à côté où je peux jouer comme ça sur du réel, c'est que j'utilise un matériau qui est biographique, mais ce qui est raconté dans le roman, c'est de la fiction pure. C'est très simple, quand on regarde Double nationalité, c'est l'histoire d'une femme amnésique qui se réveille dans un aéroport. Vous imaginez bien que je ne me suis jamais réveillée dans un aéroport en étant amnésique, donc à partir de là, on est déjà dans l'imaginaire, même si, effectivement, elle me ressemble. Et si je m'étais réveillée dans un aéroport amnésique, j'aurais à peu près réagi comme elle. C'est-à-dire, pour construire son histoire, je me suis dit, bon, si j'étais dans cette situation, qu'est-ce que je ferais? Donc oui, bien sûr, je suis en train de dire qu'elle n'a rien à voir avec moi, mais le roman lui-même, il me semble que c'est pas de l'autofiction. Alors, peut-être que mon travail, en tout cas les 2 dernières bandes dessinées, la légèreté et les grands espaces se rapprochent de l'autofiction, même si moi non plus je ne sais pas trop ce que recouvre ce terme.
En tout cas, ce sont 2 albums autobiographiques, ce sont les 2 seuls de mon parcours. Et je n'avais pas du tout imaginé faire ça dans mon carrière, mon parcours de dessinatrice. Ce jeu, J-E, c'est des événements qui sont passés dans la vie qui l'ont imposé. Et alors, vous disiez évidemment, j'avais pas envie de parler de l'attentat contre Charlie, mais il se trouve que l'attentat contre Charlie a été le déclencheur et comment dire, un événement tragiquement fondateur dans ma vie de dessinatrice. Et il se trouve que cet attentat, cette catastrophe est à l'origine de l'album La Légèreté. Et donc j'étais pas du tout, alors dans tous mes albums précédents, c'est vraiment loin de moi l'idée de me mettre en scène. Je mettais plutôt en scène les écrivains, les artistes, tout ça avec humour, etc. Je faisais mon petit théâtre, ma petite comédie, j'étais le metteur en scène. Là, l'événement qui a eu lieu en janvier 2015 et qui a foudroyé mes amis et moi-même, ça m'a poussée à me raconter. Il se trouve que en 2015, après l'attentat, Charlie, c'est un journal, on était très peu nombreux, mais c'était une petite équipe, un collectif. Et après l'attentat, on parlait énormément on disait nous, on parlait du journal, on disait nous, les survivants, nous, etc. Et je crois que très vite, je me suis perdue dans ce nous collectif, et il a fallu que je dise je, et que je reprenne un peu les rênes de mon existence, et que je me raconte pour pouvoir me remettre debout après ce drame, si tant est qu'on peut se remettre complètement debout, se remettre complètement de cette tragédie. Voilà pourquoi j'ai été amenée à dire je. Alors on m'a beaucoup parlé de résilience une fois que le livre est sorti. Ça, c'est un mot que je n'avais pas non plus. On va en parler après. J'ai une question là-dessus. Voilà, et bon, il se trouve que je raconte dans La Légèreté comment je me reconstruis à travers les arts et la littérature, et notamment en recherchant la beauté à tout prix. Et je pensais que ce serait mon seul livre autobiographique. Or, le travail de résilience finalement ne devait pas être complètement abouti après La Légèreté. Je l'ai prolongé alors de manière beaucoup plus discrète dans Les Grands Espaces, où je raconte mon enfance à la campagne. Ce livre n'a plus rien à voir avec Charlie, mais au fond de moi, je sais qu'il y a un lien, parce qu'il a fallu que je retourne à l'enfance, aux racines, à l'essentiel, pour être bien sûr que voilà, j'étais bien en vie, et que je pouvais continuer à faire mon métier de dessinatrice, à faire des dessins. Merci. Le deuxième thème, c'est le double. Alors évidemment, Nina sourit. Double nationalité, double culture, double carrière de Nina, franco-hongroise, sociologue et romancière, et double vie de Catherine. Alors là, j'ai eu plus de mal. C'est Catherine Desvilles et Catherine Deschamps. Catherine Desvilles avec La Légèreté, on pourrait dire, donc toujours en reprenant ce jeu de vos deux romans, et dans Les Grands Espaces, puisqu'il s'agit aussi là de la campagne. Donc la Catherine Deschamps, la Catherine Desvilles, on va dire. Quelle est la part de l'un et de l'autre? A-t-on même le droit d'être une autre, Nina, quand une loi vient d'interdire la double nationalité en France? Considérez-vous l'une comme l'autre, la dualité, comme une nécessité créatrice? Et en quel sens? Alors, juste pour qu'il n'y ait pas de malentendu au niveau du public, il n'y a pas de loi en France qui interdit la double nationalité. C'était le projet, c'est ça, au moment où... Oui, il y a eu des projets, des propositions de loi, mais ça n'a pas été... Non, c'est juste que je ne voudrais pas que les gens rentrent chez eux en pensant... Mais par contre, dans le roman, en effet, voilà, ça arrive. Donc c'est dans le roman, mais ce n'est pas dans la réalité. Essayons de faire cette distinction de ce qui se passe dans les livres. Et donc la question c'était, est-ce que la dualité est une... Considérez-vous l'une comme l'autre que la dualité... considérez-vous la dualité comme une nécessité créatrice? Et en quel sens? Alors, je vais un tout petit peu restreindre la question pour parler plutôt de la dualité linguistique, du bilinguisme. Je suis, mais comme énormément de gens, c'est-à-dire je ne voudrais pas que
le dire comme si, enfin, faire passer ça pour quelque chose d'extrêmement original, atypique, pas du tout. À l'échelle du monde, 50% des gens sont au minimum bilingues. Donc en fait, ça n'a rien d'excessivement surprenant. En France, c'est moins courant, mais encore que c'est pas non plus très très rare. Mais en fait, le fait de voir le jour dans une famille qui parle une langue et que ça se passe dans un pays où les gens parlent une autre langue, c'est-à-dire d'être baigné comme ça dans un milieu bilingue, on est tout le temps en train de passer d'une langue à l'autre, bah, ça crée sûrement un certain nombre de choses, ça a des effets sur votre cerveau, sur votre manière de réfléchir, mais une première chose évidente que ça crée, c'est que ça vous donne conscience du fait qu'il existe des langues. C'est-à-dire que votre pensée, elle a toujours une coloration linguistique. J'imagine, je ne sais pas comment c'est d'avoir une seule langue pendant un certain temps dans son enfance, mais j'imagine que à ce moment-là, on n'a pas forcément conscience de penser dans une langue, puisque ça se confond avec notre pensée qu'on imagine générale. C'est une hypothèse. En tout cas, ça attire l'attention sur l'existence des langues, sur le fait qu'il y a des choses qui sont plus percutantes, dites d'une manière, dans une langue, qui sont plus courtes, plus longues dans une autre langue, qu'on est plus à l'aise sur certains sujets, qu'en fait on n'est pas tout à fait la même personne dans une langue et dans une autre. Donc, quelque part, ça, je ne dis pas que ça amène tout droit à l'écriture, mais enfin, vous voyez, ça réveille une attention portée à la langue, alors que c'est la matière de l'écrivain. Donc là, il y a un lien qui est très très clair, c'est vraiment le fait que tout de suite... Question pour vous en particulier, est-ce que vous pensez que vous auriez été un autre écrivain en hongrois est-ce que carrément vous n'auriez pas écrit si vous n'étiez pas biculturel? Ça, c'est extrêmement difficile de dire comment j'aurais été. J'ose croire que je serais devenue écrivaine même si j'étais née dans un contexte avec une seule langue. Mais probablement que si j'avais été uniquement française ou uniquement hongroise, j'aurais écrit des choses différentes. Ce livre-là, j'aurais pas écrit, ça c'est sûr. Vous avez écrit en hongrois? En fait, moi j'écris dans les deux langues, mais le produit fini, pour employer un mot pas très joli, est toujours le français, en tout cas pour l'instant. Ce qui veut dire, mais il y a plein de passages qui sont des traductions. C'est-à-dire, il y a des premiers jets qui sont en hongrois, il y a des premiers jets qui sont en français, et à la fin, tout est en français. C'est vous qui traduisez, Ah bah oui, là, c'est pas des traductions propres et fidèles, puisqu'en fait, quand je dis c'est un premier jet, c'est-à-dire que je réécris, c'est la réécriture. Donc je suis pas en train de me traduire comme le ferait vraiment un traducteur littéraire, j'utilise des choses que j'ai pu écrire en hongrois pour écrire en français. Mais ma langue d'écriture, celle dans laquelle je suis installée, c'est le français. C'est assez clair. Merci. Catherine, la Catherine Deschamps, la Catherine Lévy. Oui, en effet, moi j'ai pas la chance de connaître deux langues comme Nina. Maintenant, oui, tu parles plusieurs langues. Oui, mais pas très bien. Non, je suis bilingue ni en anglais, ni en allemand, ni en espagnol, malheureusement. Mais oui, bien sûr, en grandissant, en faisant des études, on apprend d'autres langues, mais non, je crois que j'aurais aimé entendre une autre langue petite. Bon, il se trouve que je n'ai entendu que le français. En revanche, je crois que je pourrais dire qu'il y a deux langues dans ma vie qui sont la langue citadine et la langue champêtre. Ça, je me rends compte en vieillissant. En vieillissant, on a souvent, on repense à son enfance, on devient très vieux. Et c'est vrai qu'à Paris, bon, je travaille à Paris, mais je me rends compte que souvent les Parisiens, les citadins ne connaissent pas les choses de la nature et de la campagne qui sont pour moi extrêmement familières. Et ça, je me rends compte depuis, bien sûr que j'ai travaillé sur ce sujet, c'est le sujet des grands espaces. Donc, le dernier album de bande dessinée me rapporte mon enfance. Et c'est vrai que c'est un langage, en fait, le langage de la nature. En tout cas, c'est une école de la langue et aussi de l'observation. C'est un peu une école de la lenteur, j'allais dire une forme d'ennui, mais pas complètement, parce que moi j'ai pas le souvenir de m'être ennuyée à la campagne. Pourtant j'ai grandi dans un village où il se passait absolument rien, et en fait non, il se passait pas rien, parce qu'on pouvait voir naître les chevreaux à la ferme, on pouvait regarder pousser les radis, on pouvait faire des découvertes dans la terre, on trouvait comme ça des trésors dans la terre, dans les pierres. Donc voilà. Et ça, je me rends compte que je l'utilise tout le temps dans mon travail, en fait, que c'est présent dans mes bandes dessinées.
Et donc je crois que c'est un langage, c'est un vocabulaire que j'ai acquis et que je mélange à ma culture citadine, vraiment. Quand je préparais l'album Les Grands Espaces et que j'en parlais autour de moi, souvent les gens me disaient par réflexe: ah, mais tu vas parler de ton retour à la terre, un retour à la campagne. C'est pas du tout un retour à la terre, c'est un regard de la citadine que je suis devenue sur la terre de mon enfance. Donc c'est pas complètement la même chose. Et, voilà. Est-ce qu'on vous considère comme une campagnarde à Paris? Non, pas du tout. Non, je crois que je suis devenue très parisienne. C'est parisien. Je suis devenue très parisienne au grand malheur de ma mère, qui aurait tellement aimé que je reste la petite Catherine qui fait l'école buissonnière, mais avec de la paille dans les cheveux. Mais bon, non, je suis très, très parisienne. Le fait d'avoir travaillé plus de 10 ans dans un journal, Charlie Hebdo, très parisien, très franco-français, voilà, très, très parisien. M'a modelé, a fait de moi une citadine, mais qui n'oublie absolument pas ses racines poitevines. Il se trouve que je suis née dans Poitou, dans l'ouest de la France. Voilà. Merci. Le troisième thème que j'ai retenu, c'est le thème de la rupture. C'est un petit peu plus dur. L'une comme l'autre, explorer la rupture à travers la perte de mémoire. Catherine, dans la légèreté, vous devenez amnésique après les attentats du 7 janvier. Nina, dans Double nationalité, dont le personnage central est une jeune franco-yazige. Alors la Yazizie est un petit pays fictif situé entre la Pologne et l'Ukraine. C'est ce que j'ai trouvé parce que j'ai essayé de chercher, je ne trouvais pas la Yazizie, ça n'existe pas. Et donc ce personnage est victime d'amnésie également. Considérez-vous nécessaire, l'une comme l'autre, de faire table rase du passé pour se trouver ou pour se retrouver? Quel rôle joue la rupture et la mémoire dans votre vie et dans votre œuvre? Alors, l'amnésie dans ce roman Double nationalité a rempli plusieurs fonctions. Tout d'abord, c'est pas la fonction la plus glorieuse, mais si je suis honnête, je suis obligée de le dire, il y a une fonction, disons, scénaristique. C'est que c'est assez agréable d'avoir une situation comme ça. On a quelqu'un qui est amnésique, c'est une vieille ficelle. Il y a plein de films, de romans où on a un héros amnésique. Ça crée une situation qui est romanesque et excitante. Donc, il y avait le fait que ça... Moi, j'avais plein de choses à dire, j'avais mon matériau. Et en fait, au moment où j'ai décidé de rendre cette héroïne amnésique, tout d'un coup, ça a tout redynamisé, ça donnait un sens, puisque au lieu de juste exposer des choses un peu platement, ça devenait une enquête. Donc ça réagençait tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, au niveau de la forme du roman, ça a été une étape très importante. Mais là, on n'est pas dans qu'est-ce que ça veut dire par rapport à cette héroïne. On est vraiment dans de l'architecture romanesque, on va dire ça comme ça. Ensuite, évidemment qu'on a une héroïne, disons, une double identité, qui s'interroge sur elle-même, qui est amnésique. À la fin du roman, on apprend comment elle est devenue amnésique. Et sans dévoiler la fin, on peut dire que quelque part cette amnésie, c'est le symptôme du fait qu'elle ne trouve pas sa place dans le monde. Et ce qui est quelque chose d'assez récurrent dans le roman, c'est-à-dire plein de situations comme ça où il y a de l'inconfort, même physiquement, par exemple, elle n'arrive jamais à dormir dans un lit, un truc qui revient comme ça. Elle cogne dans les bancs. Oui, aussi. Voilà, enfin, il y a quelque chose comme ça de très, un rapport au monde, plein de maladresse et où on voit qu'il y a quelque chose, justement, il y a une étrangeté entre elle et le monde. Ensuite, l'amnésie, sur un plan plus symbolique, on peut aussi se demander si c'est pas ce que la France demande aux étrangers. C'est-à-dire, bienvenue, on vous accueille, mais si vous pouviez laisser vos bagages culturels à l'entrée, les poser dans le vestiaire et ensuite, bienvenue dans la République, ce serait sympa. Il y a aussi comme ça une injonction à pas trop venir avec sa mémoire et son histoire, surtout si elle est vraiment très différente ou qu'elle peut remettre en cause l'histoire française ou la vision française des choses. Donc évidemment, il y a aussi cette dimension-là. Dernier aspect, je suis sociologue de formation, mais ça je l'ai compris aussi plus tard qu'il y avait peut-être un lien en sociologie d'une manière générale dans les sciences sociales. Je crois que ce qu'on nous apprend,
c'est d'avoir un regard très naïf et très candide sur le monde, c'est-à-dire d'oublier tout ce qu'on pense pour étudier son objet. C'est vraiment la démarche universitaire qui est, vous êtes censé oublier toutes vos idées spontanées pour redécouvrir les choses, parce que c'est ça qui va vous permettre disons, d'accéder à une pensée vraiment scientifique. Et en fait, l'amnésie, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est jouer aux martiens qui débarquent et qui découvrent les choses. Donc, c'est oublier toutes nos idées spontanées qui nous encombrent et qui nous empêchent de voir le réel de manière vraiment rigoureuse. Donc, je crois que dans ma démarche, il y avait ça aussi. Le fait qu'une héroïne amnésique était en mesure de s'interroger sur le monde comme quelqu'un qui n'était pas amnésique ne le ferait pas, parce que ça faisait d'elle une sorte de Candide, comme chez Voltaire. C'est vrai qu'il y a un côté fable voltairien. Oui, complètement. Enfin, en tout cas, c'était mon désir. Donc ça, je te fais plaisir. Catherine? Alors, en ce qui me concerne, l'amnésie, moi je m'en serais bien passée. Et vous demandiez si il était nécessaire de faire table rase, pas du tout. Non, comme vous le mentionniez, le choc de l'attentat du 16 janvier 2015 m'a fait perdre la mémoire. Tout ce qui se passait avant 7 janvier n'existait plus. Il y avait vraiment une barrière, je n'avais plus du tout accès à tout ce qu'il y avait avant. Et ça m'a fortement perturbée parce que j'ai cru longtemps, enfin pendant toute l'année 2015, que ça allait être définitif. J'ai vraiment cru que plus jamais j'aurais accès aux souvenirs d'enfance, etc. Or, évidemment, la mémoire est revenue, ça faisait partie du choc traumatique. Voilà. Tout le monde n'a pas perdu la mémoire après l'attentat dans les survivants Charlie. Moi, il se trouve que c'est arrivé. Bon. Et ça se manifestait comment? Très concrètement, quand je commençais une phrase, j'oubliais ce que j'allais dire, je m'arrêtais au milieu de la phrase, j'avais déjà oublié le début et je ne savais plus où j'allais et je le répétais 100 fois, je demandais constamment à mes proches, mais ça je crois que je te l'ai dit, mais ça je l'ai déjà vu, mais ça je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit, je suis complètement paumée et j'avais vraiment le sentiment de devenir complètement folle. Le sentiment de s'approcher de la folie, ça en revanche, ça a été partagé par tous les copains qui étaient là, comme moi, le 7 janvier, là où s'est passé l'attentat. Cette panique totale qui est liée à cette amnésie m'a fait écrire La légèreté sans que je sache que ça allait devenir une bande dessinée. J'ai commencé à dessiner, à écrire quelques phrases qui me revenaient, quelques mots, de manière éparse, et tout ça pour recoller les morceaux, en fait. J'avais vraiment l'impression d'être complètement en miettes, et en faisant La légèreté, cet album, j'allais récupérer des petites miettes à droite à gauche, et j'allais tout rassembler, et donc La légèreté, c'est un rassemblement de miettes. Voilà, c'est mon malade que ça fait un pain. C'est j'espère. Voilà. Et cet album n'est pas. Nina parlait tout à l'heure d'architecture romanesque. La légèreté n'est pas du tout. Enfin, l'architecture est complètement éclatée en fait. C'est à l'image de ce que j'étais à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a un désordre dans le récit de La légèreté. Enfin, il me semble. En tout cas, il y a des ruptures, il y a des choses qui sont très douces. Très violente, et de nouveau très douce et très violente. C'est à l'image de ce que j'étais à l'époque où je l'ai écrit, c'est-à-dire voilà, dans la rupture en permanence, dans des émotions, dans l'effondrement, dans la gaieté, l'effondrement, enfin, c'était très, très bizarre. Et donc faire table rase du passé, non, pas du tout, au contraire, dans La légèreté, je me mets en quête du passé, tant bien que mal. Alors cet album n'est pas non plus un album souvenir, hein, c'est pas du tout un album photo, un album qui dit regardez comme c'était bien avant, pas du tout. Je recueille des choses qui vont de phrases que j'ai entendues de mes copains qui ne sont plus, comme je vais aussi collecter des impressions, parce que j'avais aussi perdu ça en fait. J'ai l'impression que tout m'échappait, donc il fallait que je parte à la recherche, pas du temps perdu en quelque sorte, ou du temps tout court, enfin je sais pas. Et je suis allée en Italie, à Rome. J'étais obsédée par l'Italie, obsédée par la beauté que je pouvais aller trouver là-bas. Et je savais qu'à Rome, je trouverais des vestiges, des traces du berceau, notre berceau occidental. J'ai voulu absolument voir les ruines du Forum romain. C'était une obsession.
J'étais moi-même complètement démolie et j'avais besoin de voir d'autres ruines, des ruines anciennes, des ruines bavardes, des ruines extrêmement douces qui me disaient voilà, l'histoire est passée, les vestiges sont là, en gros tu ne t'écrouleras pas plus bas. Il reste des traces et j'avais besoin d'aller voir ces traces-là. Et voilà, c'est ce qui est entre autres dans le légèreté. Merci. Alors évidemment, après la rupture, la résilience, il est difficile de ne pas parler de ce thème-là, en ce qui vous concerne en tout cas. À partir de ces amnésies, s'agit-il de s'inventer une nouvelle vie pour sauver son identité, sa peau et son âme, ou de la reconstituer? Et s'agissait-il de deux vies? Alors, pour l'une comme pour l'autre, puisque l'héroïne aussi de double nationalité est victime d'amnésie. Comme son titre l'indique, c'est le sujet de double nationalité pour Nina. Comment se débrouiller de deux cultures, de deux langues, de deux sensibilités? Comment de fait mener une double vie alors qu'on voudrait beaucoup, même facétieuse et indisciplinée, n'être qu'une? Ça, c'est la question pour Nina. Je ne sais pas si tu veux répondre tout de suite. Après, il y a celle toujours sur la résilience, un peu plus dirigée à Catherine. Donc Catherine, c'est aussi le sujet de la légèreté. Y a-t-il seulement une vie possible après l'innommable? Dans l'après-Charlie, un collègue vous propose d'aller vous ressourcer et retrouver la mémoire à Cabourg. Parce que c'est là que Proust passait ses vacances et que Proust est votre écrivain préféré. Et que peut-être l'effet Madeleine, voilà. Mais là, ça ne marche pas non plus. Vous avez l'imaginaire bloqué. Donc, si on définit, si on revient, peut-être certaines personnes du public ne savent pas ce que c'est que la résilience. C'est un concept qui a été inventé par Boris Cyrulnik, psychiatre français, qui est créateur de ce concept, et qui le définit comme le fait de reprendre un autre développement après un traumatisme psychique. Est-ce que vous considérez l'une comme l'autre? Est-ce que vous vous considérez comme des résilients? Parce qu'on peut aussi être résilient de son autre culture. Quand on passe de l'une à l'autre, il y a aussi parfois des traumatismes qui font qu'on a besoin de cette force-là pour trouver un autre développement dans son autre culture. Et comment se manifeste-t-elle dans vos vies et dans votre rêve? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Je suis désolée, en fait, je suis assez embarrassée par ce parallèle qui est fait. Je suis assez mal à l'aise parce que je trouve que c'est hyper différent. Et parce que moi, dans mon cas, c'est une amnésie fictive qui est assez, qui crée des situations marrantes, qui est, comme je dis, c'est aussi une ficelle narrative. Enfin, ça n'a rien à voir. Du coup, évidemment, oui, évidemment, loin de moi l'idée de comparer sa psychiatrie avec en tout cas, déjà, c'est pas une amnésie. Là, je parle vraiment du livre qui est lié à un traumatisme. Ça pourrait, je veux dire, on pourrait à la fin du livre découvrir qu'il s'est passé un truc vraiment, un choc traumatique. Je ne révèle pas le secret de l'amnésie de et voilà, mais c'est pas exactement ça. Il y a une raison, mais en tout cas, c'est pas lié à un événement comme ça très marquant qui lui serait arrivé, comme on sait qui serait de nature à provoquer des amnésies chez les gens dans la vraie vie. Voilà, du coup, l'idée de... comme il n'y a pas de traumatisme grave derrière cette amnésie, que c'est plutôt une manière d'être générale, on va dire ça, dans sa vie, du coup, c'est la résilience, là, très sincèrement, je vois pas vraiment, parce que c'est une amnésie qui lui permet de s'explorer elle-même, d'enquêter sur elle-même, mais disons qu'à travers chacune des hypothèses, parce que c'est vraiment une sorte de roman d'enquête, mais où, à la grande différence des romans policiers classiques, l'enquêtrice et l'objet de l'enquête sont une seule et même personne. On n'a pas un enquêteur et quelqu'un et un suspect. En gros, elle se suspecte elle-même de plein de choses et donc elle développe plein d'hypothèses au sujet d'elle-même, notamment des hypothèses sur sa vraie identité nationale. Et toutes ces hypothèses, à la fois c'est son enquête, mais à la fois c'est toutes ses potentialités. Et c'est en même temps, quand j'écrivais le livre, c'était une manière de dire, regardez, quand on est dans une situation de biculturalité ou de multiculturalité, en fait, il y a une forme de plasticité, on peut être plein de choses, ça peut varier au fil du temps. Donc, toutes ces hypothèses qu'elle construit, qui s'effondrent, parce qu'elle va découvrir quelque chose qui va contredire, elle reconstruit, mais ça se effondre, etc. C'est en gros toutes les options qui s'offrent. Donc, c'est, oui, une manière aussi de se construire et de se projeter dans différentes directions. Ça, oui, voilà. La résilience, alors moi c'est un terme que
que je trouve un peu galvaudé, enfin, qui est récent, en effet, c'est Boris Cyrulnik qui l'a. J'ai réécouté les conférences juste pour ça, parce que je voulais vraiment bien. Oui, je crois que c'est ça que je voulais dire. Moi, ce terme ne m'a jamais traversé l'esprit quand j'écrivais la légèreté, hein, pas une seconde. En revanche, j'étais bien certaine que j'étais sur un petit chemin étroit de la reconstruction et d'une forme de renaissance, ou peut-être de naissance, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais déjà j'étais incapable de formuler clairement les choses au moment où j'ai écrit la légèreté. J'ai vraiment fait cet album à l'instinct, en récoltant, comme je disais, des fragments de moi-même un petit peu à droite à gauche. Et ce terme résilience est venu après, quand le livre a été publié. J'étais très surprise oui, surprise, c'était une surprise heureuse, même si c'était compliqué d'être heureuse après un tel bouquin, évidemment. Mais voilà, ce sont les lecteurs ou les journalistes ou les gens qui ont analysé mon travail qui ont parlé de résilience. Je ne suis pas contre ce terme non plus, on peut très bien l'utiliser quand on parle de ce travail, de cet album. Nina parlait tout à l'heure d'une candeur quand on est dans la musique, etc. Et c'est vrai que j'ai vécu ça en 2015 quand j'ai commencé à prendre des notes et faire des croquis de ce qui allait former plus tard la légèreté. C'est-à-dire que comme j'avais tout oublié, j'étais complètement dans une forme de naïveté, en particulier face aux œuvres d'art. Comme je vous disais, j'étais allée en Italie chercher la beauté à tout prix. Je me suis accrochée à ce mot de beauté, comme vous savez, un nageur débutant pourrait s'accrocher à la perche du maître nageur pour essayer de ne pas couler. Et y arriver en Italie, à Rome, devant les tableaux, je me suis précipitée dans les églises et les musées pour aller à la rencontre, pour retrouver les vieux amis peintres, Caravage, etc. Et moi qui avais fait des études d'histoire de l'art et qui connaissais tout ça sur le bout des doigts, là, je ne savais plus rien. Je savais que le Caravage, je savais à quel siècle où le situer, mais tous les autres, j'avais oublié l'histoire de l'art, je savais plus pourquoi tel peintre avait peint ça, etc. Donc j'étais comme vierge face à toutes ces œuvres et ça m'a permis d'entrer, de pénétrer complètement dans ces tableaux et d'être traversée par ces œuvres. Et c'est ce que je raconte dans la légèreté en fait. C'était assez difficile à raconter parce que c'est une expérience assez inédite pour moi. Presque 30, je sais pas comment dire, 30 ans. Mais bon, j'essaie de traduire et je l'ai traduite, cette expérience, en passant à travers les œuvres d'art. C'est-à-dire que je raconte cette expérience face aux œuvres d'art, mais j'utilise aussi les œuvres d'art, les peintures des autres, pour raconter cette expérience. Je me mets en personnage, je me mets en scène dans les toiles, devant les toiles, ou devant les sculptures, où je reconnais les corps de mes amis en regardant des marbres antiques, par exemple. Enfin, voilà, il y a tout l'art devient... il y a une médiation qui se crée et qui m'a été très utile pour appréhender la catastrophe, le réel. En fait. Donc ça, c'était une expérience très surprenante et j'ai mis des mots sur cette expérience après avoir fait le livre. C'est drôle comme... Je crois que c'est Julien Guillaume qui est Julien Guillaume. Enfin, un écrivain. Ça s'appelle vraiment Julien. Oui, Julian Gray, je crois qu'elle dit que oui, on se rend compte de ce qu'on a fait après avoir publié les livres. Enfin, c'est très mal dit, là. C'est pas du tout la bonne citation, mais c'est ça, c'est incroyable quand le livre est publié, on se dit mais j'ai dit ça en fait, tiens, c'est drôle. C'est magique. Alors justement, ça permet une bonne transition parce que la question suivante porte sur l'art. L'art, la nature et la beauté. Catherine, vous citez Nietzsche en épigraphe de la légèreté. En toute simplicité. En toute simplicité. Nous avons l'art et la nature. Alors lui dit nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Les grands espaces, la campagne, c'est votre lieu sûr, je vous cite, après Charlie Hebdo. Ah, c'est une question. Est-ce que c'est toujours votre lieu sûr après Charlie Hebdo, les grands espaces?
un chemin creux au début du printemps dans la campagne où vous avez grandi. Enlacer un arbre parce qu'il est là depuis toujours, qu'il ne meurt pas, que son écorce engloutit la balle si on lui tire dessus, si vous le dites dans la légèreté. Vous êtes en quête du syndrome de Stendhal, ce fameux syndrome qui consiste à s'évanouir. C'est l'évanouissement que tout un chacun peut avoir face à un déluge de beauté. Ce qui arriva vraiment à Stendhal lors d'un voyage en Italie en 1817. Cerné par les œuvres d'art, il a été pris par un vertige. Vous appelez aussi vos écrivains préférés vos auxiliaires de vie. Donc ça, c'est l'analyse de ce que quand vous parlez de l'art, ce que j'ai retenu de cela. Et donc de votre côté, Nina, dans double nationalité, c'est plutôt la beauté du verbe. C'est l'art des disciplines en hic, comme j'ai lu dans une critique qui vous concernait. Les mathématiques, la logique, la linguistique, la sémantique, qui doivent procéder à la construction d'une identité. Dans une œuvre, une sorte de dialectique, on va dire, moi je suis philosophe, alors je vais parler de ça un peu, une sorte de dialectique du maître et de l'esclave, revue et corrigée par la lutte des classes de Marx, et par l'évolution Pokémon. Je ne sais pas si vous connaissez Pokémon, ça m'a paru être marrant de faire cette relation, dans lequel, au stade 1, la conscience française privilégiée, comme vous l'appelez, parce que selon vous, les Français, nous sommes privilégiés, enfin dans le roman en tout cas. Donc au stade 1, la conscience française privilégiée se montre maître de la conscience yagig réfugiée. Là, ce serait le stade Salamèche des Pokémon. Au stade 2, la conscience privilégiée se montre esclave de la conscience réfugiée. Là, ce serait le stade Reptincelle des Pokémon. Et au stade 3, se reconnaissent mutuellement les deux consciences pour aboutir à une identité supérieure. Ce serait le stade Dracofeu de Pokémon. Comment vous pouvez de faire ça. Alors la question, c'est... Vous avez aussi recours à Paul Ricoeur, que vous avez étudié, je crois, dans les études de sociologie, pour encenser le rôle de l'art dans le processus de création d'identité. Alors je cite Paul Ricoeur, c'est dans un ouvrage qui s'appelle Temps et récit, dans lequel il dit « Sans le secours de la narration, le problème de l'identité est voué à une antinomie sans solution. » Donc Catherine et Mina, quel rôle joue l'art? Mais je crois que Catherine a déjà répondu en partie. Quel rôle joue l'art, la nature et la beauté dans vos vies et dans votre œuvre? Est-ce que c'est, peut-être plus exactement, plus précisément, dans votre processus créatif? Alors, je vais rebondir sur la citation de Ricoeur qui, en fait, figure. Le livre est composé en 5 grandes parties et chaque partie est introduite par une citation, et c'est la dernière, qui dit. C'est-à-dire, j'avais vraiment ça en tête quand j'ai écrit le livre, puisque dans mon esprit, c'est peut-être là qu'on peut tisser un petit lien. Quand Catherine parlait, j'y pensais. Moi, j'avais en tête, quand j'écrivais Double nationalité, que c'était je l'appelais livre de rassemblement. C'est-à-dire c'est un livre où je me suis dit je vais essayer de mettre tous les morceaux de moi, plus à entendre au sens culturel, tous ces fragments, toutes ces diversités de qui je suis, et de les faire tenir dans un livre. Et donc le défi justement, c'est qu'au départ j'avais plein de fragments. J'ai eu tendance, mes 2 premiers romans sont beaucoup plus fragmentaires, c'est ce qu'on appelle, disons, des romans mosaïques, c'est-à-dire il y a plein de petits bouts qui sont très ciselés, vous voyez, il y a un côté très formaliste, chaque paragraphe est vraiment très très écrit, très étudié, mais on est dans du fragmentaire, ce qui peut être pas inintéressant non plus, hein, mais en tout cas là, j'étais partie pour faire ça. Et en cours de route, je me suis dit non, si le fond du propos quelque part, c'est on peut être complètement contradictoire, penser des choses différentes, appartenir à plusieurs cultures et donc voilà, porter en soi une sorte de pluralité. Quelque part, l'idée c'est de dire qu'en même temps ça n'empêche pas d'être une seule personne, il faut que dans l'écriture il y ait une homogénéité et que ça tienne, disons que dans chaque phrase, que tout le roman ait un souffle, disons, qui unit tout ça, et donc il ne faut pas que ce soit un livre fragmentaire.
Et Ricoeur, quelque part, dit exactement ça, c'est-à-dire que son propos, c'est de dire, en fait, pour que se raconter, se mettre en récit, c'est une opération où on est en train de s'inventer. Enfin, je simplifie vraiment sa pensée, mais l'idée forte, moi, quand j'avais étudié Ricoeur, c'est ce qui m'avait frappé, c'est qu'en fait, ce que ça m'a fait comprendre, c'est que un récit n'est pas un compte-rendu du réel, c'est une reconstruction, et qu'en fait, à partir du même réel, vous pouvez faire 10 000 récits différents. Donc la manière dont vous allez faire votre récit à vous, c'est votre version à vous de ce réel, et donc vous êtes en train de créer quelque chose. C'est ça, donc l'art, il est là. Oui, après, voilà, c'est pas, on n'est pas vraiment dans l'art, je ne sais pas parler de tableau et de musique, mais voilà. C'est ce que je pouvais dire sur ce sujet. Catherine. Oui, alors je pourrais partir moi aussi d'une citation. Moi aussi, je peux la ramener. Il y a Nietzsche quand même, on parle. Non, il y a Nietzsche, oui. Nietzsche, au début, la légèreté. Il y a une autre citation au début des Grands Espaces de George Sand. Mais je ne vais pas citer George Sand, quoique elle est pas mal. Non, il y a une citation connue, je crois, de Proust, qui dit que le seul véritable voyage, ce n'est pas d'aller voir d'autres paysages, mais c'est de voir à travers les yeux des autres. En l'occurrence des peintres. Parce qu'au moment où le narrateur prononce cette phrase-là dans La Recherche du temps perdu, il parle du peintre Elstir, qui est donc un peintre qui n'a jamais existé, enfin qui est un peintre dans la recherche, un personnage de La Recherche du temps perdu. Et je crois que dans la légèreté, comme dans les grands espaces, je fais ce voyage-là. C'est-à-dire que je raconte même comment j'ai fait ce voyage petite, comment ça m'est arrivé petite, quand j'ai fait un voyage au musée du Louvre à Paris, où j'ai été subjuguée, où j'ai été attirée par les peintures qui représentaient la nature, qui représentaient des buissons, des arbres, etc. Alors que moi-même, je grandissais au milieu des arbres. J'avais besoin d'aller voir comment les artistes représentaient ces arbres, comment les artistes représentaient la nature. J'avais besoin du réel et de la nature réelle et de la nature représentée, imaginaire, représentée par les artistes. Et ce voyage proposé par les artistes, je le fais régulièrement, et c'est ce qui nourrit, je crois, tous mes albums. Ouais. Dans la citation de George Sand, qui est très bien aussi, je vais mal la dire, mais elle dit j'ai la poésie pour condition d'existence, et tout ce qui tue trop cruellement le rêve du bon, du simple et du vrai est une torture à laquelle je me dérobe autant qu'il est possible. Et quand j'ai lu ça, alors George Sand écrit ça dans son autobiographie, Histoire de ma vie, et quand j'ai lu ça, je me dis c'est pas possible, elle a écrit ça pour moi. J'ai cru qu'elle était derrière mon dos et qu'elle me regardait en train de dessiner les grands espaces. Je me dis donc je lise en exergue. J'aime beaucoup m'accompagner des grands écrivains, des grandes autrices ou des peintres. Ça c'est quelque chose. Là, je parle surtout des deux albums, La légèreté et Les grands espaces, mais dans mes albums de bande dessinée précédents, j'ai vraiment, je me balade assez facilement chez les grands auteurs, les grands peintres que je fais descendre de leur piédestal, que je fais sortir du Panthéon assez facilement, sans peur, parce que je considère qu'ils font partie de nos vies et que voilà, je les fais rentrer dans ma vie et donc dans celle de mes lecteurs. Vraiment, je les prends par la main en disant venez, on va bien rigoler. Regardez Marcel Proust, il n'est pas si impressionnant que ça, en fait, il est vraiment drôle et ce qu'il raconte, ça peut nous aider dans la vie. Voilà. D'ailleurs, vous le voyez passer, vous le dessinez passer dans la légèreté. Ah oui, dans la légèreté, oui, parce que vous faisiez allusion à ce passage dans la légèreté. En effet, donc quand il y a eu ce choc et cette perte de mémoire, une amie très proche m'a emmenée donc à Cabourg en février 2015 sur les lieux de passage de Proust qui allait passer ses vacances à Cabourg. Enfin, je pense qu'il sortait pas de sa chambre parce qu'il était toujours asthmatique ou très malade. Mais bon. Et on retrouve Cabourg déguisé dans La Recherche du temps perdu, bien sûr. Et donc cette amie m'a emmenée à Cabourg et elle avait emporté avec elle un tome de La Recherche du temps perdu, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et alors que j'étais dans un état complètement en dehors j'étais sur une autre planète, complètement sonnée par l'attentat de Charlie.
elle a sorti le livre et elle a commencé à lire les extraits. Longtemps, je me suis couchée de bonne heure, etc. Elle m'a lu aussi le passage de la Madeleine, alors qu'on était au Grand Hôtel de Cabourg, où Marcel Proust avait sa chambre, et on avait pris un goûter Marcel Proust, donc il y a une Madeleine, un thé Marcel Proust, tout ça coûtait extrêmement cher. Et donc on était vraiment dans Marcel Proust. On a même vu passer et ça c'est vrai, je le raconte dans le livre, on a vu passer un jeune homme et un homme plus âgé, très bizarre, je pense que c'était pour un tournage, mais qui ressemblait vraiment au narrateur de La Recherche et à Charlus, l'autre personnage de La Recherche. Et j'écoutais les phrases de Proust que me lisait cette copine, et en fait j'entendais rien, et je m'en foutais complètement. Désolée Marcel, mais vraiment ça ne marchait pas, c'est-à-dire que j'entendais plus le son qui m'avait tant bercé, qui m'avait fait tant de bien. Les phrases de Marcel Proust glissaient sur moi, et donc cette tentative cette proposition de remède n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça que j'ai laissé de côté la littérature, je suis allée vers la peinture et la sculpture, à Rome notamment, pour essayer de me remettre en scène. Et la littérature est venue après, c'est-à-dire que c'est en récupérant la mémoire, en allant faire ce voyage à travers les yeux des artistes et des peintres, que j'ai retrouvé des phrases, que j'ai retrouvé la capacité de penser, et j'ai pu rouvrir des livres, mais très longtemps après, 2 ans après, j'ai pu de nouveau lire des livres et retenir un peu ce que je disais, quoi. D'ailleurs, vous l'avez eu à la fin, ce syndrome de Stendhal devant un tableau. Mais non, je l'ai eu à l'envers. Le syndrome de Stendhal, c'est comme vous disiez, Stendhal a vécu il a fait un petit malaise à Florence, en Italie, devant des tableaux, enfin l'église de Santa Croce, je crois. Et depuis, on appelle ça syndrome de Stendhal, c'est-à-dire c'est à la fois un évanouissement et une forme de déprime, de dépression face à un trop-plein d'œuvres d'art, de beauté. Et un coup de voilà, vraiment, on est cerné par la beauté, c'est trop, on s'évanouit. Des gens ont vécu ça. Stendhal n'est pas le seul. Bon. Et je suis partie à la recherche du syndrome de Stendhal en 2015 parce que je voulais à tout prix chercher un syndrome puissant qui annulerait le syndrome de l'attentat. Je voulais un choc esthétique qui puisse annuler le choc du meurtre de masse qui a eu lieu en 2015. Et en fait, je ne me suis pas du tout évanouie. Je me suis rendu compte que l'évanouissement il s'était produit le jour de l'attentat et qu'en fait, je me suis réveillée dans la beauté. Donc, c'est plutôt C'est à l'envers. C'est à l'envers, voilà. Ce sont les derniers mots de la légèreté. Je raconte ça. Je dis en fait, j'ai vécu le syndrome, mais à l'envers. Et là, je ne veux plus du tout m'évanouir. C'est-à-dire que je veux rester éveillée au moindre signe de beauté. Je veux tout regarder. Je veux tout. Ça me nourrit. C'est absolument en éveil. On va passer à l'humour, parce que tout parce que là, vous avez un humour extraordinaire. Vous lire, c'est ne pas arrêter de rire. Moi, j'ai ri tout le temps, pourtant face à un sujet aussi fort que celui de la légèreté. Cette capacité, cet humour qui ne vous a jamais quitté, Catherine. Donc, si on reprend par là, dans la légèreté, c'est la difficile reconstruction après l'attentat. Dans Celle de la vie hormonale également, c'est une série sur le désir démarré dans Charlie juste avant le 7 janvier. Dans Les grands espaces également, on a le sentiment que vous n'avez jamais perdu votre humour. Dès le lendemain de l'attentat contre Charlie, vous travaillez déjà au numéro des survivants. Ça c'est pour Catherine. Pour l'humour de Nina, c'est un humour également. Si la dualité vous offre votre double nationalité, votre double culture et le fait d'être bilingue, tout ça, ça irrite votre façon d'écrire, mais c'est justement peut-être plus dans l'impossibilité d'adhérer à tout préjugé, à mettre même un supposé dispositif romanesque classique, parce qu'on ne peut pas qualifier votre roman, en fait, il ne rentre pas dans les codes classiques. Il y a le personnage pareil, il parle tout le temps à la deuxième personne du pluriel, c'est très très peu commun dans la littérature. De la même façon, il n'y a pas une histoire véritablement construite, à part ce fil directeur qui est l'enquête de cet auteur sur elle-même, de ce personnage. Dans Double nationalité, l'humour, il est partout à chaque phrase.
Et ça devient la plus sûre des armes que vous avez pour tout décaler, pour tout remettre en question et pour se poser d'essentielles questions. Donc, dans les deux cas, Catherine et comme Nina, si on définit l'humour un petit peu comme Freud l'a fait, alors je vais encore faire une citation, comme la plus haute des réalisations de défense, est-ce que vous considérez que l'humour, pour vous deux, est un moyen de défense face à des situations qui provoquent des sentiments d'angoisse, ou est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus, qui est au-delà de ce que pourrait en dire un psychiatre ou un psychanalyste, et qui a peut-être à voir avec la légèreté justement de la littérature? Qu'est-ce que vous dites par là? Je pense que le sens de la citation de Freud, c'est de dire que, par exemple, si votre psychanalyste vous dit vous avez un problème avec votre mère, je suis très caricaturale, et vous allez pouffer et dire ah oui, mais bon, c'est pas grave, là vous êtes dans un truc de défense. Je pense que c'est ce genre de choses, c'est-à-dire quand en fait on rit de ses propres blessures, mais pour les évacuer, c'est-à-dire on pouffe 2 secondes et après on passe à autre chose. Donc là on est dans le mécanisme de défense, je ne crois pas, j'espère pas, parce que le mécanisme de défense, oui c'est une protection pour survivre, mais c'est un évitement. Il me semble, moi je crois que ma manière de pratiquer l'humour déjà est quelque chose d'assez spontané, donc que j'intellectualise pas trop. C'est toujours du coup assez embêtant de parler d'humour parce que le faire sans humour. Bah oui, c'est ça. Donc en fait, c'est quelque chose quand même qui se montre plutôt que qui s'explique. Mais l'usage que j'en ai, j'espère, c'est pas du tout d'éviter les problèmes, c'est au contraire, c'est mettre les pieds dans le plat. Donc c'est plus, je sais pas, il y a telle chose. Je vais prendre un exemple. Si je raconte l'histoire d'une femme qui est violentée par son conjoint, c'est un truc assez grave, qu'est-ce qu'on va attendre, la dénonciation des violences, etc. Si mon héroïne, elle répond à son mec qui la frappe, dit vraiment tu t'y prends super mal, ça fait même pas des bleus qui tiennent longtemps, t'es vraiment un amateur, vraiment je suis dégoûtée de ne pas avoir un vrai mec qui bat vraiment sa femme. Vous voyez, si on est dans un truc qui est inattendu, que dans la surenchère, on n'est pas en train de défendre les violences contre les femmes, c'est évident, mais en même temps, on va être dans quelque chose qui n'est pas le truc habituel. Je sais pas, le risque, quand on parle de sujets un peu graves, c'est d'un côté d'être dans la dénonciation larmoyante, qu'est-ce que ça apporte, ou bien d'être dans une sorte de colère. Voilà, l'humour c'est une sorte de troisième voie, et aussi de prendre vraiment au dépourvu et d'aller. Oui, je pense que mon côté mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire aller là où. Moi je me suis beaucoup amusée, par exemple dans Double Nationalité, mon héroïne à un moment elle se pose beaucoup la question des groupuscules néo-nazis, des racistes, enfin des choses comme ça, des trucs pas forcément très sympas. Et en fait, elle se met à un moment à leur donner des conseils, à leur dire, bah voilà, si les gars, si vous êtes vraiment racistes, il faudrait s'y prendre de manière rigoureuse et logique. Et voilà, moi, ça m'a beaucoup amusée d'être là-dedans plutôt que dans un discours très contenu antiraciste. Bon, c'est des exemples. Je voudrais pas faire des exemples parce que théoriser l'humour, on va lire des pages entières, mais ça va peut-être être un peu. Oui, c'est vrai que le roman de Nina est extrêmement drôle. Moi aussi, j'ai ri à toutes les pages. Et en effet, je suis d'accord, c'est très difficile de parler d'humour. Pour moi aussi, c'est pas du tout une stratégie d'évitement. Au contraire, c'est comme le dit Nina, c'est mettre les pieds dans le plat. Et j'adore ça. Oui, vous êtes très parallèle, toi dans le dessin, vous dans le... Oui, mais je trouve que j'ai un dessin humoristique. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. On demande souvent aux dessinateurs pourquoi vous dessinez, d'où c'est venu, comment c'est. Je ne sais pas. Tous les enfants dessinent, tout le monde dessine quand on est enfant, enfin les enfants dessinent, après il y en a qui s'arrêtent de dessiner, donc ils continuent de dessiner, parfois ils en font leur métier, bon voilà, donc j'ai continué de dessiner. Et mon trait est humoristique, c'est-à-dire que même si je fais un dessin sérieux, bah, non, ça va pas marcher, je sais pas pourquoi, il va y avoir un truc décalé, un truc dans les yeux, dans le regard, le nez, la position, ça va être drôle. Enfin, parfois je fais des mauvais gags aussi, enfin, je suis pas en train de dire que je suis très drôle, mais bon, il se trouve que j'ai un trait humoristique et je me range dans la famille des dessinateurs humoristiques. Et après, c'est aussi quelque chose que j'ai travaillé au sein de l'équipe de Charlie Hebdo, pour revenir encore à Charlie, parce que j'ai quand même passé une dizaine d'années
Et j'y suis rentrée assez jeune, et c'est vrai que d'être au contact de grands dessinateurs français satiriques, ça m'a formée. Et vraiment, ça m'a donné envie d'aller, de m'approcher, de chercher le décalage en permanence. Dans ce journal, c'était vraiment une façon unique de travailler. J'en parle au passé parce que j'ai quitté la rédaction il y a 2 ans, donc je ne fais plus du tout partie du journal. Je sais plus ce qui... Enfin, pour moi, Charlie, c'est du passé, donc j'en parle au passé. Mais c'était une équipe de dessinateurs, et le principe, c'est qu'il fallait faire rire les autres. La une du journal, c'était le dessin qui faisait le plus rire les copains, les collègues. C'est vraiment voilà, il fallait que la couverture, bien sûr, soit en rapport avec l'actualité, etc., mais il fallait qu'elle fasse rire. Et on était très sévère avec les gags qui étaient moyens. Il fallait pas être médiocre, il fallait essayer d'être vraiment au niveau. Et je crois que voilà, j'ai appris sans doute à être moins timide au contact de ces vieux routards du dessin de presse. Cabu était un dessinateur historique. Voilà, donc, et vous citiez Scène de la vie hormonale, donc c'est un livre de strip qui parle, comment dire, qui parle des histoires de couple, qui parle de l'amour et du désir, etc., de façon un peu psychanalytique. Mais je m'amuse en fait avec cet angle d'approche psychanalytique, parce que j'adore le jargon de la psychanalyse, etc. Donc, je m'amuse avec ça, et je parle du désir, des frustrations des trentenaires, ou des cadras. Bon. Et j'y vais assez franco, et c'est un livre qui fait parfois peur aux hommes. Je trouve ça très drôle. Oui, enfin, non, mais ça m'amuse beaucoup. En fait, un homme, une fois, m'a dit, bon, il y a beaucoup d'hommes qui aiment ce livre aussi, hein. Je suis sûre que parmi vous, il y a plein d'hommes qui peuvent aimer. Bon. Mais il y a un lecteur masculin qui m'a dit, mais non, mais c'est très bien ce que tu as fait, mais dans les bandes dessinées, on est habitué à... La bande dessinée est un milieu très masculin. On est habitué à voir, comment dire, s'exprimer l'homme désirant, le mâle désirant. Et là, tu fais la femme désirante. Et ça le gênait. Enfin, il était troublé, en fait. Il n'était pas habitué. Pourtant, c'était... Enfin, il avait 40 ans, c'était un jeune, quoi. Et ça m'a fait bizarre. Je me dis, mais comment ça, il est... Bah oui, une femme désirante. Enfin, on peut parler de la femme qui a des désirs, etc. On peut rire avec ça, parce que c'est quand même... Quoi dire, je suis pas la première à faire ça, en plus. Bon. Et il y a encore des petits fins, mais je trouve ça génial. Il y a encore des choses à... Il y a encore des petites plaies sur lesquelles on peut appuyer en rigolant. Et vous riez vraiment de tout, puisque dans la légèreté, c'est quand même, il y a cet humour constant face à l'après-attentat. La légèreté, c'est particulier, c'est-à-dire que perdre le sens de l'humour, c'était mourir tout à fait, quoi. Et l'humour qui est présent dans ce livre, c'est une façon d'être fidèle à mes copains qui sont morts, en fait, qui étaient extrêmement drôles, et dont les dessins qu'on peut encore voir aujourd'hui, c'est ce qui nous reste d'eux, continuent de nous faire rire. Et donc je ne pouvais pas faire un livre triste, et c'était une façon à la fois de rendre hommage aux amis, et une façon vraiment de rester la tête hors de l'eau, quoi. Vraiment, ouais, c'est ça, de ne pas couler. Alors justement, je vais aller un petit peu plus vite parce que je crois que le temps est terminé. La dernière question, c'était sur le hasard. Dans la légèreté, vous mettez en scène le hasard avec la rencontre, et là aussi très drôle. C'est un exemple de cet humour caustique dont vous faites preuve. Par exemple, le dessinateur de presse qui dit vous, 10 ans avant de rentrer, au moment où vous rentrez à Charlie, donc j'ai pris ces 10 ans, je crois, à Charlie, on voit la jeune Catherine qui lève le poing et qui dit chouette, dessinateur de presse, j'ai enfin un métier. Et puis en parallèle, on voit les frères de Daesh 10 ans avant en culotte courte qui, brandissant le poing aussi, disent tueur de dessinateur de presse, on a enfin un métier. Cette espèce de parallèle qu'il y a, alors qui est à la fois humoristique et aussi qui parle du hasard, parce que votre vie a été marquée par le hasard, si on peut l'appeler comme ça. Vous arrivez 20 minutes en retard après l'attentat. Alors, est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est du hasard? Vous nous en parlerez tout à l'heure. Est-ce que c'est peut-être aussi du... Moi, j'ai vu pas mal de hasard objectif aussi dans
il y a quelque chose d'intéressant quand vous arrivez à Rome, à la Villa Médicis, vous tombez sur... la première chose qu'on vous fait visiter, ce sont les jardins de la Villa Médicis, dans lequel, alors il pleut à Rome, vous allez là-bas pour passer du bon temps, il pleut. Et dans ce jardin, on vous fait visiter les sculptures qui mettent en scène la destruction des enfants de Niobe par Artémis et Apollon, et qui évidemment font référence tout de suite au massacre pour vous évidemment, dans votre propre vie à ce moment-là, fait référence en reflet, en miroir au massacre de Charlie. Donc là, il y aurait plutôt, on va dire, un hasard objectif ou ce qu'on appelle une synchronicité malheureuse, qui serait un concept un peu différent du hasard. Alors, votre mère, elle vous dit aussi quand vous arrivez à la campagne, vous verrez, ma fille, ça va être votre chance. Et c'est aussi l'épigraphe du livre, je crois, Les Grands Espaces. Donc, est-ce que vous considérez... Bon, je n'ai pas le temps de développer pour Nina, parce que la liste est longue, j'en ai trouvé pas mal aussi des hasards. Vas-y, oui. Non, mais c'est vrai que, oui, dans Les Grands Espaces, donc cet album qui raconte l'enfance à la campagne, dans les premières pages, le personnage de ma mère s'adresse à ma sœur et à moi, enfin le personnage, et il me dit, les filles, la campagne sera votre chance. Et parce qu'elle avait en tête qu'il fallait que ces filles soient au contact de la nature pour développer plein de choses, etc., être en éveil. Bon. Ce mot chance, je l'ai mis volontairement au début de la bande dessinée parce que quand j'ai fait La Légèreté, quand le livre est sorti, beaucoup de gens qui découvraient donc mon histoire me disaient, bon sang, mais tu as eu vraiment de la chance le jour de l'attentat, tu as eu de la chance, etc. En fait, j'ai pas eu de chance, c'était le hasard. Je suis arrivée par hasard en retard à la conférence de rédaction. Et donc le mot chance a déserté ma vie en 2015, 2016. Il a fallu que je retrouve ce mot qui s'invite de nouveau dans la vie. Et je l'invite dans Les Grands Espaces. Et le mot chance a bien sa place dans Les Grands Espaces. Et voilà, c'est une façon de reprendre un petit peu la main sur quoi d'ailleurs Voilà, donc c'est... Oui, je pourrais faire... Voilà. Puis la dernière question pour Nina, c'est toujours lié au hasard. En fait, juste une phrase, je vais pas reprendre la citation entière sur le Rami parce qu'elle est un peu longue. Mais vous parlez, quand vous dites, en parlant de la nationalité française, vous dites une naissance en France est toujours un accident. C'est juste que vos parents étrangers rendent plus visible le caractère non nécessaire de la vôtre. Tous les Français de naissance sont des privilégiés. Alors il y a une petite réflexion là aussi à partir de la double culture sur le fait d'être né là et pas ailleurs. Et pourquoi naître là? Est-ce que c'est une chance? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un hasard objectif? Une synchronicité? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans quelle mesure, toutes les deux, vous avez déjà répondu, est-ce que vous croyez au hasard, vous, dans votre cas? Je pense qu'après, il faudrait définir les termes. Hein. J'ai des définitions, on n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas trop le temps, mais pour répondre très rapidement, là, ce à quoi vous faites allusion dans le livre, c'est que l'héroïne, en fait, a une sorte de culpabilité d'avoir eu la chance d'être née en France. Par rapport à, puisque ses parents ont émigré, il y a l'idée qu'en fait, normalement, elle aurait dû naître dans un pays qui est plus pauvre, où finalement la vie aurait été moins confortable, où elle aurait eu moins de perspectives, enfin voilà, un contexte moins favorable, pour le dire vite. Ses parents ont émigré grâce à ça, elle est née en France, donc elle l'appréhende pendant assez longtemps comme une chance. Et en fait, et donc elle culpabilise, elle n'a pas mérité, cette vie meilleure qu'on lui a offert, etc. Et à un moment, elle réalise qu'en fait, c'est pas plus, c'est-à-dire c'est autant juste ou injuste que pour les gens qui sont nés en France de parents français, puisqu'en fait là aussi c'est complètement un hasard. Donc en fait elle a converti cette idée, si je reprends votre terminologie, au début elle l'appréhendait comme une chance, après elle se dit c'est juste un hasard, mais c'est un hasard qui vous donne des privilèges. C'est-à-dire à l'échelle mondiale, on va pas faire comme si on ne se rendait pas compte que voir le jour en France, c'était quand même partir avec... des cartes meilleures dans son jeu pour la vie qu'il y a plein d'autres pays où on a, voilà, a priori, ça ne veut pas dire qu'on aura une mauvaise vie, mais ce sera probablement plus difficile. Ok. Merci, je vais m'arrêter là. On les remercie chaleureusement.
Alors, il me reste quelques petites minutes en fait pour faire passer pour lire des questions du public. Oui, il y a une question en français.